Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. La paix dans l'allégresse, le bonheur qui coule à flot. C'est un monde nouveau. Bonjour Jacques, je vous embrasse. Je vous remercie Jacques d'avoir accepté d'être le premier dans notre émission Rencontre des temps nouveaux qui va réunir toutes les personnes qui œuvrent pour l'évolution de l'humanité, toutes les personnes qui travaillent pour l'amélioration de la vie sur Terre, et vous, vous êtes un des pionniers de cette entreprise puisque vous avez écrit 55 livres sur la communication, que vous êtes psychosociologue et que vous avez consacré votre vie à ça. Une partie tout au moins, oui. Oh, une grande partie. Vous pouvez nous dire ce qui vous a poussé à vous diriger dans cette voie C'est quand j'ai découvert douloureusement, après beaucoup de tâtonnements, que au fond j'étais un infirme de la communication. C'est ce qui est un paradoxe, parce que j'étais un psycho-machin-chose et j'étais censé apprendre aux autres à mieux communiquer, mais pour ce qui concernait ma vie personnelle, ma vie professionnelle même, j'étais un véritable infirme, j'étais en souffrance, en difficulté. Et c'est après une rupture amoureuse qui m'a réveillé, qui m'a secoué, qui a fait que j'ai accepté de commencer un travail sur moi et une interrogation qui s'est prolongée ensuite à travers 55 livres, mais surtout à travers mon travail de formateur en relations humaines. D'accord. Et donc, vous travaillez pour aider les gens à mieux communiquer entre eux, dans le couple, dans la vie de tous les jours, dans l'éducation des enfants en particulier. Oui, voilà, les 5 thèmes principaux. Voilà, qui sont les ancrages de ma vie, c'est l'amour, bien sûr, le couple, parce que l'amour est à la fois la chose la plus recherchée et vraisemblablement la plus maltraitée. La relation aux enfants, je considère que les enfants, c'est notre part d'éternité, donc c'est important. Moi, je suis le père de 5 enfants. Je ne serais pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu ces 5 enfants. Je m'intéresse bien sûr à la relation à soi-même. Si je ne suis pas un bon compagnon pour moi, je ne suis pas non plus un bon compagnon pour l'autre. Et ça, c'est mon utopie. Je travaille beaucoup sur la communication à l'école, car je considère que la communication, c'est le seul antidote non violent à la violence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de violence. Il y en aura beaucoup dans les 10 prochaines années si on ne se réveille pas, si on ne se secoue pas. Et je me bats pour cet objectif-là. Alors, également dans le monde de l'entreprise, parce que travailler 8 heures par jour, c'est vendre 8 heures de sa vie chaque jour. Et la question, c'est pas combien, mais comment. En fait, vous faites une œuvre de paix. Parce que apprendre à communiquer, c'est amener des relations paisibles entre les gens, pour qu'ils se comprennent. Je me reconnais là, dans... En fait, c'est une invitation pour les gens à se réconcilier, d'une part avec eux-mêmes, parce que ce problème de la paix, il est central. Je sais que vous militez beaucoup autour de ce thème, mais si je ne suis pas en paix avec moi-même, c'est les véritables conflits. Va naître des conflits interpersonnels, sont surtout des conflits intrapersonnels. Donc, si je ne fais pas la paix à l'intérieur de moi, si je ne me réconcilie pas entre mes désirs et mes besoins, par exemple, entre mes attentes et les réponses que je vais obtenir de l'entourage, si je suis un terroriste relationnel faisant peser mon désir sur l'autre, c'est vrai que je déclenche une guerre intérieure qui va se développer en guerre extérieure. Voilà, alors c'est ça les vrais désirs que vous avez pour notre monde. Oui, je pense que notre vie mérite d'être vécue. On me demande souvent quel est le sens de l'existence. Eh bien, je considère que c'est donner plus de vie à la vie. Voilà, c'est ça, je crois, ma petite cosmologie personnelle, mes croyances personnelles. Bon, bien, on va continuer plus avant avec Florence qui va nous rejoindre. On va aller dans notre petit salon préparé à cet effet. Voilà. Jacques Salomé, bonjour. Bonjour. On va parler avec vous aujourd'hui de cette relation dans le couple,
Mais avant d'aborder la relation de couple, je voudrais que vous nous parliez de ce qu'est la rencontre amoureuse. Qu'est-ce qu'on projette dans cette rencontre amoureuse? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi bien un être nous plaît? Pourquoi lui et pourquoi nous à ce moment-là? Il y a beaucoup d'enjeux dans la rencontre amoureuse. Il y a d'abord les affinités qu'on pressent, qu'on sent. Donc c'est de l'ordre de la sensation. On va découvrir qu'on a les mêmes centres d'intérêt. C'est de l'ordre vibratoire également. Les jeunes nous disent on est branchés pareil, on est branchés sur quelque chose de semblable. Ensuite, il y a l'attirance physique, mais contrairement à la rumeur publique ou à ce que les gens croient, elle joue un rôle moins important qu'on ne le croit. Mais bien sûr, il y a une sorte d'appel. Alors, qui dit rencontre, ça veut dire deux mouvements, une sorte d'élan vers l'autre et un élan de l'autre vers nous qui va être accueilli ou au contraire qui ne va pas être accueilli. Et puis, il y a aussi, et c'est le plus difficile à détecter, les choix inconscients. Par exemple, je vous rencontre et vous ne savez pas, ni moi, que vous me rappelez, mettons, l'institutrice du CM2 qui a été très bienveillante pour moi. L'effet inverse va jouer si l'institutrice du CE1 qui a été très rejetante et un peu sadique avec moi va faire que si je vous rencontre, je vais me protéger et m'éloigner, alors que peut-être vous venez vers moi. Donc vous voyez, la rencontre amoureuse va naviguer entre affinité, message inconscient qui circule, et puis bien sûr, la naissance d'un sentiment. Mais le sentiment, il met plus longtemps à naître. Il y a le coup de foudre qui est cette sorte de surgissement du sentiment chez les deux, mais comme disait ma grand-mère, dans le coup de foudre, il y a souvent plus de coups que de foudre. Donc je suis plus réservé quant à ce surgissement des sentiments. Alors les sentiments, ils vont mettre plus longtemps à naître, et il va falloir s'interroger, parce que vous le savez comme moi, il y a des pseudo-amours, il y a des pseudo-amours, là, je voudrais que vous nous en parliez. Qu'est-ce que c'est que ce pseudo-amour? Alors, ils sont plus nombreux qu'on ne le croit. Les pseudo-amours, par exemple, je vais vous en citer 4. Oui. C'est quand je suis dans l'amour de besoin, par exemple. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être aimé. Alors, je vais vous dire je t'aime, mais ça veut dire aime-moi, aime-moi. Et je vais vous harceler pratiquement avec mon propre besoin d'être aimé. Donc ça, c'est les amours de besoin. Les amours de manque, c'est-à-dire que je vais attendre de vous que vous me donniez l'amour que ma mère aurait dû me donner, ou une précédente rencontre aurait dû me donner et ne m'a pas donné. Et là, le paradoxe, c'est que vous allez m'aimer avec un amour que je vais appeler B, mais moi, c'est un amour que je veux X, celui que ma mère ne m'a pas donné. Et donc, votre amour va être voué à l'échec, puisque j'attends de vous que vous m'aimiez comme j'aurais dû être aimé dans une relation antérieure. Il y a aussi les amours, c'est un mot terrible, les amours de consommation. Je ne vous aime pas vous, mais j'aime l'amour que vous avez pour moi. Ce qui fait que j'ai dit souvent à mes filles, quand un garçon vous dira je t'aime, regarde bien où c'est qu'il a les yeux. Là, par exemple, je dis je t'aime, et en fait, j'aime l'amour que vous avez pour moi. Et vous allez accepter dans un premier temps, parce que vous allez croire que je vous aime. Mais j'aime vos sentiments, et pas la personne. Et puis, il y a les amours de peur. J'ai tellement peur de ne pas être aimé, j'ai peur que vous me quittiez, j'ai peur que vous en aimiez un autre, que je vais déposer mon amour, mais enfin de vous enfermer dedans, et de vous clôturer dedans, ce qui va faire d'ailleurs que je vais souvent déclencher ce que justement je redoute. Alors là, vous nous parlez de tout ce que l'amour n'est pas. La question de savoir ce qu'il est, c'est peut-être aussi assez difficile à définir. C'est une vaste question, vaste sujet. C'est énorme, et il n'y a pas de réponse définitive. Alors je vais vous donner où j'en suis. J'ai 72 ans, voilà où j'en suis. La meilleure image que j'ai, c'est l'image musicale. Alors je vais le symboliser par exemple par deux objets. Voici l'amour que vous avez pour moi, on va le mettre du côté du cœur. Voici l'amour que j'ai pour vous. Déjà, vous remarquez que ce n'est pas le même amour, ce n'est pas le même sentiment. La meilleure image que j'ai, c'est l'image musicale. C'est comme deux notes de musique, une note chez vous, une note chez moi, et quand ces deux sentiments vont se rencontrer, s'ils s'accordent, ça va faire parfois du Mozart. Et c'est ce que je souhaite à chacun. Mais ça, c'est plus rare qu'on ne le croit, parce que
comme certaines notes de musique, ça ne s'accorde pas toujours, ça fait un couac. Et le paradoxe, c'est qu'on ne va pas se quitter, on va rester ensemble avec l'espoir, chez vous, chez moi, qu'un jour ça s'accorde. J'ai 72 ans, je n'ai jamais vu un couac se transformer en Mozart. Donc vous voulez dire que si ça ne fonctionne pas tout de suite, si ça ne marche pas, il vaut mieux pratiquement s'arrêter? Je crois qu'il faudrait se respecter, mais ça personne ne le fait. Personne ne le fait parce que, surtout aujourd'hui, il y a une sorte de surréévaluation de l'amour aujourd'hui. On donne à l'amour une toute-puissance incroyable. Moi, je vais être persuadé que grâce à mon amour, le vôtre un jour va s'accorder avec le mien. Et vous aussi, vous allez être persuadé que grâce à ce bel amour, le mien va un jour s'accorder au vôtre. Mais il faut savoir cela. Nous n'avons pas de pouvoir sur nos sentiments. C'est ça l'humanitude. Nous n'avons pas de pouvoir ni sur nos désirs. Nous en parlerons un peu plus tard. Si la rencontre amoureuse se transforme en relation, va surgir aussi le désir. Il peut surgir aussi, bien sûr, dans la rencontre. Nous n'avons pas de pouvoir ni sur nos désirs, ni sur nos sentiments. On veut toujours que ça évolue, que la relation évolue. On espère toujours que l'autre va changer. Et alors, on compte beaucoup sur ça, sur le changement d'autre. Et peut-être surtout les femmes. Ça, c'est le grand mythe. Voilà, ça, c'est pas possible. Bien sûr que le changement existe, mais on ne peut jamais changer l'autre. On ne peut changer que sa relation à l'autre. Je ne peux pas changer mes parents, mais je peux changer ma relation aux parents. Je ne peux pas changer ma blonde, mais je peux changer ma relation à ma blonde. Et surtout, je peux changer la relation avec moi-même. Je ne peux pas me changer moi, mais je peux changer la relation que j'ai avec moi-même. Alors vous voyez, toutes ces composantes vont naviguer dans ce que deviendra plus tard ce que j'appelle une relation de couple, mais nous n'en sommes pas là. Alors dans la rencontre amoureuse, va dominer les affinités, les ressentis, un ressenti de bien-être, un ressenti de... quand on est amoureux, par exemple, on marche à 50 cm au-dessus du sol, on écrit... moi, j'écrivais des poèmes d'amour que j'envoyais en direction de l'autre, qui ne les accueillait pas toujours, vous voyez déjà, ou ne les accueillait pas avec la même intensité, le même émerveillement que j'avais mis moi à les composer. Alors vous voyez les légers décalages qui vont commencer à s'introduire. Pendant 12 ans de ma relation de couple, vous m'auriez entendu dire, on aime Mozart. Tous les deux on aimait Mozart. J'ai mis 12 ans à découvrir que ce qu'elle aimait elle, c'était les opéras de Mozart, et moi ce que j'aimais c'était les concertos de Mozart. C'est pas le même Mozart. Il va falloir, voyez-vous, tout ce chemin pour découvrir que on n'aime pas le même Mozart, on n'aime pas le même enfant qu'on veut faire, on n'aime pas les mêmes films, etc. Jacques Salomé, on va parler tout au cours de cette émission de ce qu'est le couple. Avant de, je dirais, entre guillemets, de se mettre en couple, est-ce qu'il faut avoir répondu à un certain nombre de conditions et d'avoir évacué justement tout ce que sont ces pseudo-amours avant d'arriver à ce couple-là? Alors, déjà, si vous découvrez que ce que vous propose l'autre, c'est un pseudo-amour, je crois qu'il faut fuir à toutes jambes. Voilà. Ce qu'on ne fait pas habituellement, je prends l'amour de consommation. La femme ou l'homme qui est l'objet de ce type d'amour, c'est-à-dire, je le répète, j'aime non pas vous, mais l'amour. Alors on va le mettre du côté du cœur. J'aime l'amour que vous avez pour moi. Au début, vous êtes aveuglé, vous allez dire à vos amis, qu'est-ce qu'il m'aime, il me fait des déclarations, il me réclame ma présence. En fait, ce n'est pas votre présence que je réclame, c'est ça, l'amour que vous avez pour moi. Parce que c'est une dimension narcissique chez moi, j'aime être aimé, etc. Donc, vous allez mettre des fois des années à découvrir que dans cette relation-là, vous êtes la seule à aimer, parce que moi, je ne vous aime pas. J'aime, je le répète, l'amour que vous avez pour moi. Alors, et ça ne se démystifie pas au début. C'est pour ça, d'ailleurs, il faut le dire très clairement, toute relation amoureuse, toute rencontre amoureuse est un risque. Est un risque pour plusieurs raisons, puisque on ne sait pas, on ne le voit pas clairement. Est-ce qu'on est dans un pseudo-amour ou est-ce qu'on est dans un amour que j'appellerais un amour tourné vers l'autre? Voici l'amour que j'ai pour vous. Si je suis habité par cet amour, est-ce que je suis capable de vous l'offrir, comme dirait ma fille, gratos? Gratos, ça veut dire sans contrepartie. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas. Bien sûr que j'attendrai que vous ayez ce que j'appelle un amour en réciprocité. Les fameuses, la note de musique, une note chez moi, une note chez vous, et que ces deux notes vibrent ensemble. Mais ça, c'est
c'est très peu, dans très peu de cas. C'est notre rêve à tous. Alors ça ne se produit pas dans toutes les relations. Et des fois, il faut attendre plusieurs années avant de découvrir des amours qui s'accordent au sens musical du terme. Voilà. Ça, c'est pour les sentiments. Alors, vous savez que les téléspectateurs peuvent nous envoyer des questions qu'ils peuvent vous poser. Hélène. Ah oui, j'ai des petites questions des téléspectateurs. De jeunes téléspectateurs, hein, adolescents. Donc, un jeune homme qui demande si le fait d'être amoureux n'est pas une sorte d'illusion d'optique. Parce qu'il dit qu'on projette beaucoup de choses sur l'autre, mais on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas ça. Il n'est pas comme ça. C'est très juste ce qu'il dit. C'est vrai que dans un premier temps, je vous rencontre, j'ai 16 ans, 15 ans, 17 ans, vous avez peut-être le même âge, je vous rencontre et vous ne savez pas, et moi non plus, que vous êtes une surface de projection sur laquelle je vais jeter tous mes désirs. Je vais jeter le rêve d'une harmonie, le rêve d'un accord que vous, enfin, contrairement à ma mère ou à d'autres que j'ai rencontrés qui ne me comprennent pas, vous allez me comprendre. Vous allez peut-être même m'entendre sans que j'ai besoin de dire. Voilà toutes les utopies qui naviguent. Et vous êtes une surface de projection, je suis peut-être aussi pour vous une surface de projection sur laquelle va venir se jeter, et ça il faut le savoir, et des sentiments positifs, mais aussi des sentiments négatifs. Parce que je suis attiré par vous, je vais vers vous, mais en même temps je trouve que vous devriez vous peigner plus souvent, vous avez les cheveux trop longs, ou ces bottes elles ne vous vont pas du tout, et vous allez remarquer que moi je parle trop avec les mains, ou que je m'agite trop, ou que je ne fais qu'1,69 m et demi, et que si je faisais 1,75 m, ça serait quand même mieux. Alors vous voyez, on projette un certain nombre de désirs, d'attentes, de demandes, et surtout d'exigences qui ne sont pas dites dans un premier temps, mais qui vont à un moment donné irriguer, alimenter la relation. Alors vous voyez, je me fais l'avocat du diable, je montre déjà tous les obstacles, tous les malentendus possibles, et ils sont nombreux, qui vont faire que, regardez autour de vous, 3 couples sur 4 se séparent, c'est beaucoup, et se séparent, mais c'est pas un échec, parce que moi j'ai beaucoup appris dans ma première relation amoureuse, même si nous sommes séparés avec beaucoup de souffrance et dans un premier temps de ressentiment, mais nous grandissons à travers ça. Alors je rejoins votre interlocuteur, et il a raison, c'est une surface de projection sur laquelle on va jeter beaucoup de nos attentes, de nos désirs et de nos demandes. Il s'est aperçu, ce jeune homme, qu'en fait, c'est ce que l'on voudrait devenir, que l'on projette sur l'autre. Et j'ai trouvé ça très joli. Parfois, oui. Parfois. Et oui, par exemple, moi je doute de moi, je ne suis pas très sûr de moi, j'ai beaucoup de non-confiance, je vous rencontre, vous êtes assuré, vous avez des réponses à tout, vous avez réussi le bac au premier coup, etc. Ouais. Alors je vais être attiré par vous parce que vous avez ce que moi je n'ai pas et que je souhaiterais avoir, votre certitude. Ça, attention, ça contient un danger parce que c'est ce que j'appelle des amours pépinières. Très joli. Je suis attiré vers vous parce que vous avez tout ce que je n'ai pas. Et supposons que notre rencontre se transforme en relation, on va rester 10 ans ensemble, je me nourris de vous, je vais grandir, et quand je suis enfin suffisamment grand, bye bye. Les amours pépinières, c'est toujours très douloureux pour la pépinière. D'accord. Alors une jeune fille aussi, elle est très attirée par un jeune homme qui est très attiré par elle aussi, mais elle sent comme un mur parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la vie du jeune homme et elle demande comment faire, comment avancer dans cette relation. Ça, c'est un des malentendus classiques. Elle a des sentiments pour cet homme qui apparemment, ou ce garçon, qui apparemment a des sentiments tournés vers une autre. Donc ça veut dire que la place n'est pas libre. Lui peut être intéressé, et peut être intéressé par ce que j'appelle, et c'est terrible, une relation de consommation. Si elle est belle, elle est attirante, il a envie d'avoir une relation intime, une relation sexuelle, tout en menant de front une autre relation dont elle va vers beaucoup de souffrance. Bien sûr qu'elle va rester dans la relation, parce qu'elle pense que grâce à la puissance de son amour, il va se détourner de l'autre et se tourner un jour vers l'autre. Alors elle est capable d'avaler des couleuvres pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, jusqu'au moment où elle va découvrir que la relation principale, elle est toujours là, qu'elle n'est qu'une relation tierce,
Et ça, on le voit dans certains couples. La personne, l'homme ou la femme qui est dans une relation tierce, elle espère toujours que l'autre quittera la relation principale pour que la relation tierce devienne principale. Mais 20 ans plus tard, elle attend toujours les coups de téléphone de l'autre et quelques rares week-ends. Ça, c'est terrifiant. Donc elle a très bien fait, cette jeune fille, elle n'a pas bougé. Alors voilà, elle doit se respecter. Voilà. Ouais. À l'âge que j'ai, ce que je mets au-dessus de tout, c'est le respect de soi. Il faut se respecter. Même si j'aime quelqu'un, si la relation qu'il me propose fait que je ne me respecte pas, il vaut mieux que je respecte mon amour, mais que je renonce à la relation. Très bien. On va vous retrouver, Hélène, dans une chanson, Cet amant-là. Allons-y pour Cet amant-là. Petite Marie, quand tu l'as épousée, naïve toi, tu espérais que cet amour toujours t'encouragerait, te rassurerait, te comprendrait. Tu attendais qu'il ait ces mots pour toi, que tu distribues à tout va, qui te redonne la force d'enfoncer les murs même de l'absurdité. Petite Marie, tu as bien déchanté chaque soir quand tu l'as vu rentrer, puis s'écrouler là devant la télé. L'amour est comme un étranger. Chaque fois qu'il crie, qu'il te manque de respect, quand tu ne peux pas lui dire ok, tu perds jusqu'à l'envie de t'exprimer. Tu te sens comme un meuble usé. S'il te rabaisse, c'est qu'il est complexé, comme certains enfants mal aimés. Être maman, c'est le plus beau métier, même s'il n'est pas vraiment payé. Toi tu voulais pouvoir te dévoiler, lui révéler tes grands secrets. Dans ton silence, le désir s'est glacé, l'amour est comme un étranger. Mais y a quelqu'un qui guide tes pas, un que tu ne vois pas. Tu n'es pas seul, perdu ici-bas. Parle, il t'écoutera. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. Il est ta force, tes bouffées de joie, il te résoudra ça. Petite Marie, tu les as bien élevés, tous tes enfants vivent dans la paix. Ils t'ont tenue prisonnière au foyer, ton amour les a protégés. Tu as lutté pour ne jamais sombrer dans le néant désespéré. Ta vie de femme, si tu l'as muselée, ton harmonie, tu l'as gardée. Tu pries pour qu'il puisse se libérer en pardonnant à son passé. Ta mère déjà autrefois le disait, un homme c'est comme un étranger. Sa maladie, sur toi tu l'as portée, sans trop savoir ce que tu faisais. C'était limite, mais tu as supporté, ta vraie puissance te soutenait. Si tu demandes pourquoi tu vis tout ça, c'est parce que la force est en toi. Il voudrait tant ta lumière et ta paix. Cet homme est comme un étranger. Petite Marie, tu as su pardonner ces attitudes d'infirmité. Au fond de toi brûle un amour sacré où nul ne se sent étranger. Car il y a quelqu'un toujours près de toi, un que tu ne vois
pas seul perdu ici-bas, parle, il te répondra. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. Il te redonne ton énergie, l'injure tu l'oublies. Il y a quelqu'un toujours près de toi, un que tu ne vois pas. Tu n'es pas seul perdu ici-bas, il ne vit que pour toi. Cet amant-là qui demeure en toi, tu ne le perdras pas. Il est ta force, tes bouffées de joie, vois ta victoire est là. Jacques Salomé, à partir de quel moment on peut envisager de passer de cette relation amoureuse à la relation de couple? Est-ce qu'il y a certaines conditions à remplir absolument? Et il y a un élément déclencheur et puis des conditions. Alors, il faut rappeler que la rencontre amoureuse, elle se vit dans le présent. On est vraiment dans le présent. On fait des projets à court terme, le week-end suivant, les vacances qui s'annoncent. Et elle est fondée également sur le plaisir mutuel que nous tirons de la rencontre. J'aime vous rencontrer, vous aimez me rencontrer, il y a du bon qui circule entre nous. Et puis un des deux, à un moment donné, veut prolonger, veut passer du présent au futur, veut déjà commencer à inscrire la rencontre dans ce que j'appelle dans une relation de durée. Alors un des deux commence à évoquer cette possibilité. Alors ça peut se traduire par un changement de territoire. Vous quittez votre territoire pour venir sur le mien, ou on crée un territoire commun. Et aussi on se projette sur l'avenir. Alors ça suppose au moins 5 conditions. Et je voudrais le dire dès maintenant, qui sont rarement remplies. Ce qui va aussi expliquer que beaucoup de couples vont se séparer ou vont galérer longtemps. Alors première condition, capacité à s'allier. Vous voyez, à mettre une alliance. Mais pour s'allier, encore faut-il que je sois délié. Si je ne suis pas délié, si je suis dépendant de maman, si j'ai une mère juive ou italienne, enfin, etc., une mère un peu possessive, si je ne suis pas délié, je ne vais pas pouvoir m'allier avec vous. Si je ne suis pas délié d'un précédent amour qui m'a quitté, mais dont je garde, voyez, une partie de mon corps, voyez, est tournée vers ce précédent amour, je ne vais pas m'allier avec vous. Vous voulez les chiffres? 60% des couples, 60%, un des deux n'est pas délié. Ils vont avoir une alliance, ils vont mettre des années à découvrir qui n'ont pas fait une réelle alliance. Donc, pour s'allier, être délié. Deuxième condition, capacité de s'engager. Ça veut dire, est-ce que j'ai une autonomie matérielle, affective suffisante pour ne pas faire dépendre la satisfaction de mes besoins de vous? C'est ça que je dis, quand un des partenaires dit à l'autre, tu sais, j'ai besoin de toi, fuis à toutes jambes, parce qu'il va vous mettre au service de ses besoins. Est-ce que j'ai une autonomie matérielle et affective pour ne pas faire... Bien sûr que vous pouvez répondre à certains de mes besoins, mais ça c'est un geste de tendresse, d'amour. Je donne un exemple de ma collègue psychologue qui me disait, mon mari sur son divan, il me dit, il regarde la télé, il me dit d'une voix dolente, il reste de la bière au frigidaire. Je me lève, je lui sers un verre de bière, mais 20 ans plus tard, c'est pas un geste de tendresse, c'est une aliénation. Il m'a mis au service de ses besoins, et pas simplement de la bière, de beaucoup d'autres besoins. Donc vous voyez, une autonomie matérielle et affective suffisante. Troisième condition, est-ce que j'ai la capacité de me projeter dans l'avenir? Ça veut dire de vous voir, pas Florence aujourd'hui, mais la Florence que vous pourriez être dans quelques années, et l'homme que je serai dans quelques années. Est-ce que, donc, j'appelle ça déposer un rêve de vie. Peu de couples le savent, qu'ils déposent un rêve de vie chez l'autre. Par exemple, je vais donner l'exemple de mon rêve de vie de mon premier couple. J'avais rêvé de vieillir ensemble. De vieillir ensemble. Ça va être puéril ce que je vais dire. D'avoir une maison dans l'Ardèche, avec 3 pommiers et une source. Eh bien, ce rêve de vie, il m'a maintenu 12 ans avec elle. Parce que j'imaginais qu'elle allait m'aider à le réaliser. Et elle m'a dit des années plus tard son propre rêve de vie à elle, qui était d'avoir plusieurs enfants, avec le même homme, etc. Et d'être capable de les élever ensemble.
parce qu'il y avait une histoire familiale chez elle où il y avait un risque de séparation dans le couple parental. Elle ne voulait pas prendre ce risque de vivre les séparations parentales dans sa relation conjugale. Donc vous voyez, nous déposons un rêve de vie. Et des fois, il est très puéril, ou des fois, il est terroriste, et on veut imposer presque son rêve de vie à l'autre. Est-ce qu'il faut que les deux aient le même rêve de vie? Non. Non, Non, on a deux rêves de vie différents. C'est ça aussi, l'autonomie et la liberté d'être. Mais est-ce que vous avez pressenti chez moi que votre rêve de vie qui est différent du mien a quelque chance d'abord d'être entendu, d'être respecté? Je prends le rêve de vie, par exemple, de vivre un jour à la campagne. Mais moi, je suis un homme de la ville. J'ai besoin de la circulation de Paris, de l'agitation, des dizaines de musées, etc. Votre rêve de vie, il ne sera pas satisfait avec moi. Alors vous allez m'entraîner à la campagne. On va peut-être acheter une maison à la campagne ou pas, ou vivre des vacances, mais vous sentez les résistances. Donc voyez, est-ce que ça c'est important justement, si l'autre fait trop de concessions pour correspondre au rêve de vie qu'on a? Ah, je vais décevoir beaucoup de gens. Je ne suis pas pour les compromis. Ma grand-mère disait, le compromis n'est jamais très loin de la compromission. Je suis pour se définir clairement, à condition que vous m'énonciez votre rêve de vie et que je vous définisse. Je me définis, je dis, je crois que c'est pas avec moi que tu risques de le réaliser si je n'aime pas la montagne, alors que vous adorez la montagne et que vous imaginez que vous allez me faire découvrir. Et moi, c'est la mer que j'aime. Et je vais tenter de vous entraîner dans mon rêve de vie d'un jour, d'acheter un bateau, de faire le tour du monde, alors que ça va être l'horreur pour vous, parce que vous avez le mal de mer, ou vous avez besoin de vous êtes une terrienne, vous avez besoin de quelque chose de plus stable. Et si mon rêve de vie de mer est très important, je ne sais pas si je serais capable d'y renoncer. Bon, tout ça va se négocier, va évoluer peut-être, mais voyez, nous partons mal sur ces bases-là. Et puis il y a une autre condition, c'est la capacité à définir trois choses, chez vous et chez moi. Mes attentes. Qu'est-ce que j'attends de vous que je n'attends pas d'une autre femme, que j'attends de cette femme que vous êtes? Quels sont les apports? Qu'est-ce que j'ai envie de t'apporter, ma chérie, que je n'apporterai pas à d'autres? À toi, qu'est-ce que j'ai envie de t'apporter? Et quelles sont mes zones d'intolérance? C'est-à-dire que on va mettre des années à découvrir, par exemple, je vais être très trivial, parce que c'est ça ensuite qui va user la relation de couple. Par exemple, je ne ferme pas le tube de dentifrice. Et ma chérie, pendant 10 ans, tu as tenté de m'enseigner à fermer le tube de dentifrice. Ou je me cure les dents avec le couteau à fromage. Ou je fais du bruit en mangeant. Il va y avoir plein de zones d'intolérance qui risquent de surgir et qui vont assassiner notre relation de couple, quel que soit l'amour que vous avez pour moi, alors, quel que soit l'amour que j'ai pour vous. Chaque Salomé, on voit l'autre se curer les dents avec le couteau à fromage, c'est très désagréable. On va avoir des difficultés à le dire. Est-ce qu'il faut le dire? Arrête de faire ça. Au lieu de, mais alors voilà, mais ça on en parlera plus tard. Une première règle d'hygiène relationnelle: ne parlez pas sur moi, ne me dites pas Jacques, écoute, dites-moi, parlez-moi de vous, c'est-à-dire dites-moi c'est pas supportable pour toi et moi je préfère manger au salon que de manger devant toi avec quelqu'un qui respectez-vous. Mais vous le faites pas, vous allez tenter de m'apprendre qu'il faut pas. Et là, si vous me dites, si vous vous respectez, vous dites c'est insupportable pour moi de te voir te curer, je prends cet exemple-là, ou de te nettoyer les ongles d'un seul coup avec le couteau, banalement, parce que tu as un rendez-vous et tu découvres que tu as les ongles sales, c'est insupportable. Moi, je préfère ne pas manger avec toi. Ça va me réveiller, parce que si je tiens à vous, moi, j'ai quand même envie de prendre mes repas avec vous. Donc, votre propre positionnement dans lequel vous vous respectez va m'inviter à me remettre en cause. Par contre, si vous attaquez à moi, en me reprochant de me nettoyer les ongles avec le couteau, ça c'est vous à l'échec. Donc, règle d'hygiène relationnelle, ne pas parler sur l'autre, mais se définir devant l'autre pour l'inviter, lui, à se positionner. Si je tiens à vous, je vais arrêter de me nettoyer les ongles. Si je sens que vous vous fermez chaque fois que vous vous définissez, je ne suis pas ta bonne, je suis obligé de nettoyer les toilettes chaque fois. Je donne des exemples de couple banal, hein, un peu trivial, mais c'est ça, je vous assure, qui
Chacun de ces exemples, d'ailleurs, il n'y aurait pas de quoi en faire un problème, mais répéter des centaines de fois dans la vie d'un couple, ça use, ça stérilise la relation. Est-ce que ce n'est pas des reproches toujours que l'on fait à l'autre, et l'autre en a parfois assez d'être l'objet de tous ces reproches? Si on n'a pas compris que si je fais un reproche à l'autre, c'est que j'ai une demande. Donc, règle d'hygiène relationnelle, ne pas proposer mes demandes à travers un reproche. 2 exemples. Tu ne m'as pas téléphoné hier. Si je commence à lui reprocher de ne pas avoir téléphoné, quelle est ma demande? Ma demande, c'est j'aurais aimé recevoir un coup de téléphone de toi. Il vaut mieux que je dise ma demande que le reproche. Ça fait 8 jours que tu n'as plus envie de faire l'amour avec moi. Ça fait 8 jours que tu n'as pas fait l'amour. Si je dis ça, ça veut dire que pendant 8 jours, j'avais envie de faire l'amour avec toi, ma chérie. Mais pour des raisons qui t'appartiennent, tu n'avais pas le même désir. Mais j'aurais dû ne pas attendre 8 jours pour te dire que même si toi, tu n'avais pas de désir, moi, j'en avais quand même. Vous voyez, ça, c'est une règle importante. On n'a pas besoin de faire des reproches. On n'a pas besoin de faire des reproches si on pratique la méthode Esper ou quelques règles que je tente d'enseigner. Mais comme on ne l'apprend pas à l'école, nous sommes sans arrêt dans l'accusation, dans le reproche. C'est pareil si je pratique ce que j'appelle la relation klaxon, c'est-à-dire parler sur l'autre au lieu de parler à l'autre. Tu devrais te couper les cheveux, tu devrais mettre des jupes plutôt que des pantalons, tu devrais maigrir bien sûr, et tu devrais avoir envie de faire l'amour quand j'ai envie. Je pourrais dire la même chose, vous voyez, au lieu de parler sur l'autre en parlant de moi. C'est vrai que je te préfère avec des cheveux courts. C'est vrai que je t'aime mieux avec des jupes plutôt qu'avec des blue jeans. C'est vrai que je regrette le temps où tu avais 3 kilos de moins, etc. Je peux dire les mêmes choses en me positionnant. Et d'ailleurs là, elle a un partenaire devant elle. Quand je parle sur l'autre, je n'existe pas pour l'autre. Pour exister devant l'autre, il faut que je prenne le risque de me définir. Mais là, voyez-vous, nous sommes dans les autres conditions. Proposer une relation vivante, être capable de proposer une relation vivante à l'autre et non pas une relation à base de relations klaxon, d'agressivité, de reproches, d'accusations, de mise en cause de l'autre. Il faut que je prenne le risque de me mettre en cause moi. Alors reprenons le cours de ces choses qui sont nécessaires pour faire couple. On en a vu certaines, il y en a peut-être encore d'autres. Je crois avoir dit l'essentiel, capacité à s'allier, capacité à s'engager, capacité à se projeter dans l'avenir, avoir au-delà du présent, dans un avenir proche et plus lointain, déposer un rêve de vie, être capable de se proposer une relation vivante. Ah oui, et puis je l'ai dit, donc définir ses attentes, ses apports et ses zones d'intolérance. Mais ça, on ne les connaît pas toujours, donc on va les découvrir. Et l'important, c'est que quand je vais tenter, ma chérie, de te parler de mes zones d'intolérance, il ne faut pas que tu crois que c'est toi que je mets en cause. C'est moi qui m'implique devant toi. Je te dis que je suis, par exemple, allergique au fait que tu manges en faisant du bruit. Hélène, il y a des questions des téléspectateurs. Oui, justement, c'est tout à fait dans la note. Une femme qui parle de son compagnon, qui utilise des mots qui la rabaissent tout le temps, et elle demande si ça suffit pour... elle ne sait pas si c'est une raison suffisante pour rompre. Parce que la relation existe depuis un certain temps. C'est le seul truc qui ne va pas. Moi je dirais oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'enseigne ceci. J'enseigne donc... mais j'en parlerai un peu plus tard, comment nous passons à ça. Mais qu'au fond, nous sommes toujours 3 dans une relation. L'autre, moi, et la relation qui est entre nous. Qu'est-ce que c'est qu'une relation? C'est un canal, un pont, une passerelle, sur lequel va circuler 2 types de messages. Des messages positifs, mais ça suppose que vous acceptiez de les recevoir, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis, j'invente des messages négatifs. Apparemment, le partenaire de cette personne envoie beaucoup de messages disqualifiants, de messages toxiques, de messages négatifs. Alors bon, voilà. On n'est pas obligé de les prendre. Ils sont envoyés. Ils sont envoyés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors ce que j'enseigne, c'est qu'elle devrait les restituer
en utilisant ce que j'appelle la confirmation. Oui, commencez toujours ces phrases par « oui, c'est toi qui me vois comme ça, tu me vois trop grosse, tu me vois comme pas assez belle, tu me vois pas comme ne sachant pas faire l'amour, etc. » Toutes les disqualifications, les messages toxiques, vous savez, ils sont pas... L'éventail est très ouvert, mais ils sont de même nature. Ce sont des messages qui blessent l'autre, qui ne sont pas bons pour l'autre. Donc il ne faut pas les garder. Il faudrait que vous les redonniez. Parce que je vous traite d'idiote. Vous ne devenez pas idiote parce que je vous traite d'idiote. Par contre, quand je vous traite d'idiote, voici le message toxique, vous devriez me le renvoyer en me disant « oui ». Ça, c'est très important. Commencez toujours ces phrases par « oui ». « Oui, c'est toi qui me vois comme une idiote. C'est ton regard à toi, je le laisse chez toi. Renvoyez-moi le message. » Voilà. Et si j'envoie l'énergie négative est restituée. Voilà. Et si j'envoie trop de messages toxiques, à ce moment-là, votre seuil d'intolérance, c'est une des conditions, est atteint, et il faudra que vous lâchiez la relation. Parce que ce qu'il faut aussi faire comprendre, c'est que ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, vous allez regarder sous votre lavabo, vous allez voir qu'il y a 2 tuyaux. Un tuyau d'eau potable et un tuyau de vidange. Ça, c'est sur votre lavabo. Dans les relations humaines, c'est le même tuyau qui fait passer les messages positifs et les messages toxiques. Alors, je vous envoie plein de messages disqualifiants. Et puis après, je vous dis, je t'aime, tu sais, ma chérie. Il a goût à quoi, moi, je t'aime? Il a goût à caca. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le même tuyau qui fait passer les messages toxiques et les messages positifs. Et ça ne répare pas, ça il faut le dire clairement, les messages positifs ne réparent pas les messages toxiques. S'il y a du caca dans la tuyauterie, l'eau potable ne sera plus potable quand elle arrive à l'autre bout. D'accord. Loin de ton amour, si tu pleures seul, sans ton amour, si le néant des sans-amour te pétrifie, te glacifie, si l'ennui vient plus chaque jour, si tu vis seul depuis toujours, si le grand rien te joue des tours, te pétrifie, te glacifie, tourne la roue de ta fortune. Mets-toi debout, demande la lune, oublie, rejette toutes ces défaites, lance et projette tes mots requêtes, tes mots conquêtes. Demande justice sur ta vie, demande justice sur tes nuits, suprême justice, suprême justice. Demande, demande, et tu reçois, crois-moi, si le cœur s'ouvre, on t'a menti, on t'a trahi. Dans ton amour, pieds vidés, ensorcelés, oublie, rejette toutes ces défaites. La vie te rend l'amour parti, la vie te tend ce qu'elle t'a pris. Elle joue d'ombre de pleine lumière, elle a le goût des grands mystères.
mystère. Tourne la roue de ta fortune, mets-toi debout, demande la lune, oublie, rejette toutes ces défaites, lance et projette tes mots requêtes, tes mots conquêtes. Jacques Salomé, un couple, ça évolue. Est-ce que vous pourriez nous parler des différentes étapes justement du couple, que le couple va avoir à traverser? Il me semble qu'il y a au moins 3 grandes étapes. La première, c'est le stade de la fusion, du nous. Passer du nous ou du on à un jeu plus un jeu. Et puis la 3e étape, et à mon avis c'est celle qui permettra à un couple de rester longtemps ensemble, c'est, et je reprends l'écharpe, c'est quand nous sommes capables de découvrir que nous sommes toujours 3, toi, moi et la relation. Et qu'une relation a 2 bouts et que chacun des protagonistes est responsable de son bout. Alors là, on va tomber dans les règles d'hygiène relationnelle, ne pas parler sur l'autre, mais parler à l'autre, envoyer plutôt des messages positifs que des messages toxiques, être capable de partager une double intimité, intimité commune et partagée, intimité personnelle et réservée. Il y a des choses, ma chérie, que je vivrai avec toi, mais il y a des choses que je ne vivrai pas avec toi. Et c'est la cohabitation de cette intimité commune et partagée et intimité personnelle et réservée, la cohabitation harmonieuse qui va donner de la durée à un couple. Eh ben justement, par rapport à la durée, donc là j'ai un téléspectateur, 42 ans, quand il veut faire l'amour, depuis quelque temps sa femme ne veut plus, elle dit qu'elle est fatiguée par son travail, par leurs 3 enfants. Lui aussi se sent très fatigué. Et il demande si c'est normal, dans tous les couples, d'en arriver là, à ne plus pouvoir faire l'amour. Alors, d'abord, ce qui caractérise une relation de couple, c'est la possibilité d'une relation sexuelle, d'intimité. Oui. C'est la différence fondamentale avec toutes les autres relations. Donc, ça suppose qu'il y ait effectivement du désir. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas commander à son désir. Qu'est-ce qui fait qu'au début d'une relation, j'ai beaucoup de désirs, vous avez beaucoup de désirs, et une fois de plus, quand ces 2 désirs se rencontrent et que ça débouche sur du plaisir, parce que désir et plaisir ne vont pas nécessairement de pair, mais dans le meilleur des cas, désir chez vous, désir chez moi, ces 2 désirs se rencontrent et débouchent vers du plaisir chez vous et chez moi. Mais on ne peut pas commander à son désir, et ça reste le 2e mystère de l'amour. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, le désir s'estompe, disparaît? Par exemple, en période de grossesse chez certaines femmes, ou d'allaitement, elles sont comblées par le bébé, elles sont hyper comblées, il y a une baisse du désir, il faut que le partenaire soit patient, le désir va revenir, mais des fois le désir s'absente et ne revient pas. Et ça c'est un véritable drame dans un couple, quand il y a du désir chez l'un et il n'y a pas du désir chez l'autre. Alors ils peuvent rester ensemble, mais à condition qu'ils en parlent, parce que prenons cet exemple simple. Je n'ai plus de désir, mais vous avez toujours du désir. Rien ne m'empêche de vous en donner. Alors, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la crise économique, le chômage, ou le surinvestissement du côté du travail, c'est un des mots que j'entendais le plus souvent. Je suis crevé, mais une de mes amies a dit à son mari, j'entends que tu es crevé, moi je ne suis pas garagiste. Voilà, ça veut dire... si tu investis trop dans le domaine du travail, c'est vrai que tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus de ressources. Mais à mon avis, la fatigue n'a jamais empêché le désir. Si le désir disparaît, s'il y a moins d'appétence sexuelle, c'est qu'il y a un autre problème sous-jacent. Jacques Salomé, vous avez beaucoup écrit sur le couple. Il n'y a jamais seul ensemble. Vous pouvez nous parler de cet ouvrage et on parlera... des 3 autres qui sont là. Alors, sur cette Jamais seul ensemble, c'est la suite d'un précédent livre que j'avais écrit. Parle-moi, j'ai des choses à te dire, qui traite dans des problèmes de la communication au quotidien, au ras des pâquerettes dans un couple.
c'est-à-dire tout ce qui nourrit, vivifie la relation. Et là, c'est justement le thème que nous avons traité dans ces émissions, comment passer de la rencontre amoureuse à la relation de couple, avec toutes les conditions que j'ai énoncées. Aimer, se le dire parle essentiellement, justement, du désir et de la rencontre sexuelle. Et puis cet autre livre aussi, je croyais qu'il suffisait de t'aimer, et apparemment, ça ne suffit pas, Jacques Salomé. Non. Et puis on terminera sur Éloge du couple. Alors ça, c'est Éloge du couple, c'est un recueil de textes poétiques. Je vais vous citer, mais vous êtes dessus là, oui, un bonheur est si vite arrivé. Voilà, dans une relation amoureuse, il faut être vraiment prêt à tout. Un bonheur est si vite arrivé. Les temps anciens s'achèvent, tout va devenir plus beau. Des sages nombreux se lèvent, des voix vont chanter là-haut. Dans un couple, peut-être que le plus important n'est pas de vouloir rendre l'autre heureux, mais d'être heureux soi-même et d'offrir ce bonheur à l'autre. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. C'est un